Je m'appelle Madeleine Rousseau, j'ai 82 ans. Pendant 2 ans, j'ai secrètement cru que mon corps me trahissait. Je prenais du poids et perdais mon énergie, quoi que je fasse. La vérité, c'est que c'est moi qui le trahissais. Je commettais 6 erreurs simples et tenaces que je refusais de voir. Mon bilan de santé annuel, la semaine dernière, a montré que mes analyses sont enfin revenues dans le vert. Le soulagement était si profond qu'il m'a fait réaliser depuis combien de temps je me faisais silencieusement du mal. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé il y a 28 mois, juste après ma fête pour mes 80 ans. J'étais dans ma cuisine ici à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, en train de me préparer pour ma partie de belote avec les amis du club. J'ai enfilé mon pantalon en lin préféré, celui que je portais depuis des années. Il ne se boutonnait plus, pas même de loin. Je suis restée là, figée. J'ai été comptable toute ma vie, une femme de logique et d'ordre. Mais à ce moment-là, j'ai choisi la réponse la plus facile. J'ai accusé la machine à laver. Je me suis dit qu'il avait rétréci. C'était un mensonge, mais je l'ai cru. Ce mensonge m'a permis d'ignorer tout ce qui allait suivre. Ce qui est venu ensuite, c'était l'épuisement progressif. Il s'est d'abord manifesté dans mon atelier de poterie, mon sanctuaire. Je façonnais une petite boîte à bijoux pour ma petite fille Lucie. Un projet qui me prenait autrefois 1 heure dans un état de concentration totale m'obligeait désormais à m'asseoir 3 fois pour reprendre mon souffle. Mon bas du dos me lançait une douleur sourde et persistante. Je me suis dit que j'étais simplement restée penchée trop longtemps. Je n'ai pas fait le lien avec le pantalon. Je ressentais juste une frustration profonde et secrète. J'en voulais à mon propre corps. Cette frustration s'est transformée en quelque chose qui ressemblait à de la honte lors d'un grand dîner de famille. Mon fils et les 7 petits-enfants étaient là, la maison débordait de bruit. Mon petit-fils Théo m'a demandé de jouer du piano. Je me suis assise et j'ai joué la lettre à Élise, un morceau que je connais depuis 60 ans. Mais mes doigts semblaient raides et lents, comme s'ils avançaient dans du miel. J'ai raté un passage, et de l'autre côté de la pièce, j'ai surpris le regard de mon mari Henri. Ce n'était pas de la critique, c'était une inquiétude pure et silencieuse, un miroir. J'ai plaisanté en disant que les touches étaient rouillées, mais j'ai vu le miroir qu'il me tendait, et j'ai détourné les yeux. Je ne voulais pas voir. Pendant des mois, j'ai vécu dans cet espace, à esquiver, à accuser. J'avais géré un foyer, une carrière, une famille. Je pensais pouvoir gérer ça aussi, mais j'échouais. Il a fallu une étrangère pour briser ce mur. L'automne dernier, je suis allée pour une visite de routine et mon médecin habituel était absent. La docteure Mercier le remplaçait. Elle a examiné mon dossier, le poids qui grimpait, la glycémie à la limite. Elle ne m'a pas parlé de médicaments d'emblée. Elle m'a demandé comment se passait ma journée. Mes repas, mon temps à l'atelier, mon sommeil. Puis elle m'a regardée et a dit « Madame Rousseau, vous êtes comptable, vous comprenez les chiffres. La comptabilité de votre corps a changé. Faisons un audit de vos habitudes. » Audit. Ce mot a tout traversé. Il ne s'agissait pas d'un échec, il s'agissait de donner. Mon esprit professionnel, cette partie de moi qui savait détecter un problème dans une colonne de chiffres, s'est finalement réveillée. Je suis ressortie de son cabinet non pas avec une réprimande, mais avec un devoir. Pendant 1 semaine, j'allais observer, sans me juger, juste noter. C'est ce que j'ai fait. La première erreur silencieuse se trouvait au petit déjeuner. Une tartine avec de la confiture et du thé, mon habitude depuis 40 ans.
La docteure Mercier a appelé ça « démarrer sur des glucides à jeun ». Sans protéines, j'avais faim et le brouillard dans la tête dès le milieu de la matinée. J'ai commencé à ajouter 2 œufs ou du yaourt grec. La différence en quelques jours, c'était des données. Je ne pouvais pas les contester. Suivre mon alimentation m'a amené à suivre mon hydratation. C'était la 2e erreur. Je buvais de l'eau, mais surtout l'après-midi. La docteure Mercier m'a dit que la déshydratation se déguise souvent en faim ou en fatigue. J'ai donc commencé avec un grand verre d'eau dès le réveil. La 3e erreur, c'était ma chaise d'atelier. Je restais assise pendant des heures, absorbée dans un projet. Cette immobilité prolongée raidissait mes articulations et ralentissait tout. J'ai mis en place une minuterie, 45 minutes de travail, 15 minutes de mouvement. Marcher jusqu'à la boîte aux lettres, s'étirer, juste bouger. Mais la partie la plus humiliante de l'audit était de comparer mon assiette à celle d'Henri. C'est là que vivait la 4e erreur. Nous mangeons ensemble depuis 58 ans. Je nous servais des portions égales, toujours. Mais mon audit m'a révélé la vérité. Son grand gabarit et son jardinage actif brûlaient des calories que mon mètre 62, plus sédentaire, ne brûlait tout simplement pas. Je mangeais pour le corps que j'avais à 60 ans, pas à 82. Réduire mes portions ressemblait d'abord à une perte, jusqu'à ce que je commence à utiliser une assiette plus petite et à en remplir d'abord la moitié de légumes. Je ne me sentais pas privée, je me sentais précise. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais précise. La 5e erreur était la plus difficile à affronter, ma peur de la musculation. J'avais toujours été active, mais après qu'une amie avait fait une mauvaise chute quelques années auparavant, j'avais eu peur. J'évitais tout ce qui ressemblait à un exercice de force. La docteure Mercier m'a écoutée, puis elle a dit « Madame Rousseau, que se passe-t-il pour une entreprise qui cesse d'investir dans ses infrastructures ?» Je connaissais la réponse. Elle s'effondre lentement de l'intérieur. C'est ce qui arrivait à mes muscles. Ils dépérissaient silencieusement, volant mon métabolisme et, pire, ma stabilité. Chaque peur de tomber était rendue plus probable, en évitant précisément ce qui l'aurait prévenu. Elle m'a prescrit les choses les plus simples. Des élévations de jambes assises pendant le journal, des pompes contre le mur, soulever des boîtes de conserve 10 fois par bras. La première fois, j'étais tremblante et gênée, mais j'en ai fait 3, puis 5. Rien ne faisait mal. Je me sentais juste utilisée, dans le bon sens du terme. La 6e erreur était tissée dans mes soirées. Un mauvais sommeil. Je regardais la télévision au lit avec Henri jusqu'à ce que nous nous endormions tous les deux. La lumière bleue, le drama des informations, tout restait dans ma tête. Je me réveillais à 2 heures du matin avec l'esprit qui s'emballait. La docteure Mercier appelait ça « l'encombrement cognitif ». J'ai donc créé un rituel. 1 heure avant le coucher, la télévision s'éteignait. Je préparais une tisane et je l'emportais dans le salon. Je lisais un vrai livre en papier, où je m'asseyais simplement avec Henri pour parler des petits-enfants, du jardin ou de rien de particulier. Le sommeil est venu, plus profond, plus solide. Ce n'étaient pas des révolutions, c'étaient des corrections respectueuses, comme relire les épreuves de ma propre vie. Et je les notais dans un petit carnet, exactement comme j'aurais noté des reçus pour un client. Non pas pour me punir, mais pour voir le schéma, pour voir la preuve. Ces petites corrections, appliquées régulièrement pendant 6 mois,
m'ont ramené au cabinet de la docteure Mercier la semaine dernière. Assise dans cette même salle d'examen, je ressentais un calme que je n'avais pas connu depuis des années. L'énergie frénétique et défensive avait disparu. J'avais fait le travail. Le poids avait fondu lentement, 7 kilos en 6 mois. Mais plus important, le pantalon en lin se boutonnait facilement. Mon dos ne me lançait plus à l'atelier. Mes doigts se sentaient souples sur les touches du piano. Quand la docteure Mercier est entrée, elle souriait. Elle s'est appuyée contre le plan de travail et a dit « Alors, Madame Rousseau, tout est dans le verre. Cholestérol, glycémie, tout. Vous avez redressé le cap. » Le soulagement était profond, mais silencieux. Pas un cri de victoire. Un long soupir d'apaisement, comme si je relâchais un souffle retenu depuis 2 ans. En rentrant chez moi par les rues familières de la Croix-Rousse, longeant les quais de la Saône dorés par ce début d'automne, je n'avais pas l'impression d'avoir remporté une bataille contre mon corps. J'avais l'impression de l'avoir enfin écouté. J'avais cessé d'être son adversaire pour redevenir sa partenaire. Ce partenariat avait une récompense immédiate, mesurée non pas en kilos, mais en moments. Samedi dernier, je suis retournée à mon atelier. J'ai sorti la boîte à bijoux pour Lucie et je l'ai terminée en une seule session concentrée et joyeuse, sans m'asseoir pour me reposer. Juste le bruit du papier de verre, l'odeur du cèdre et l'absorption totale dont je me souvenais. Je l'ai tapissée d'un velours bleu, sa couleur préférée. Ce soir-là, mon fils a amené les petits-enfants. Après le dîner, Théo a désigné le piano d'un signe de tête. « Joue quelque chose, mamie, s'il te plaît. » Cette fois, je n'ai pas hésité. Je me suis assise et j'ai rejoué la lettre à Élise. Mes doigts n'étaient pas parfaits, mais ils étaient fluides. Ils étaient les miens. Depuis son fauteuil près de la cheminée, j'ai vu Henri m'observer. Ce regard d'inquiétude silencieuse avait disparu. À sa place se trouvait son vieux sourire familier, celui du contentement simple, celui qui m'avait manqué. Plus tard, quand j'ai donné la boîte à bijoux à Lucie, son visage s'est illuminé. Elle a sauté dans mes bras, et j'ai pu la soulever, cette petite fille de 10 ans, et la faire tournoyer sans la moindre douleur dans le dos. Ce câlin, c'était le vrai résultat, c'était la vraie monnaie. Et en la tenant dans mes bras, ressentant cette force pure et simple, j'ai enfin laissé remonter le coût total de ces 2 années perdues. Pendant que j'accusais la machine à laver et plaisantais sur les touches rouillées, je passais à côté de choses réelles. Il y a 2 étés de cela, Henri avait aménagé un nouveau carré potager surélevé dans le jardin. Il m'avait demandé plusieurs fois de venir l'aider à le concevoir, à choisir quoi planter. Il a toujours apprécié mon sens de l'organisation, même pour les légumes. Je l'écartai d'un geste. « C'est toi le jardinier, mon chéri. J'ai ce ponçage à terminer. » Mais la vérité, c'est que j'étais trop fatiguée. L'idée de me pencher, de m'agenouiller, faisait gémir mon dos avant même que je bouge. Il l'a construit seul. Il l'a planté seul. Et je regardais par la fenêtre de la cuisine, ressentant une distance entre nous qui n'avait rien à voir avec les maîtres, et tout à voir avec mon orgueil. Il y avait aussi mon petit-fils Benjamin. Il y a 2 ans, à 12 ans, il s'intéressait aux maquettes de fusées. Il en avait apporté une, les yeux brillants. « Mamie, tu es douée pour construire des trucs. Tu peux m'aider ?» J'ai regardé ces minuscules pièces, mes doigts épais et maladroits ce jour-là, et j'ai tapoté le canapé à côté de moi. « Et si on regardait un film plus tôt, mon chéri ?»
La lumière dans ses yeux s'est légèrement éteinte. Il a dit « D'accord ». Il n'a plus jamais redemandé. J'ai sacrifié ce moment de connexion, de transmission de ce que je savais, à l'épuisement que je refusais de nommer. Le pire, le souvenir qui me brise vraiment quand je le laisse entrer, concernait ma belle-fille Camille. C'était l'hiver dernier. Elle avait fait une fausse couche. Leur première, tôt dans la grossesse, mais une perte quand même. Elle est venue un après-midi, juste nous deux. Henri était sorti. Elle s'est assise là, à cette table de cuisine, et elle a pleuré. Elle avait besoin de la mère de son mari, d'une femme qui avait vécu longtemps pour lui dire que ça irait, que le deuil a sa propre forme et son propre temps. Et je le voulais. Mon Dieu, je voulais l'envelopper dans mes bras et être ce pilier pour elle. Mais j'étais si à bout. Mon cerveau se sentait dans le brouillard, comme si je l'écoutais à travers une couche de coton. J'ai fait du thé, j'ai tenu sa main, j'ai dit les bonnes choses, je crois. Mais à l'intérieur, je comptais les minutes jusqu'à ce que je puisse m'allonger. J'étais plus concentrée sur la douleur de mes articulations que sur la douleur de son cœur. J'étais physiquement présente, mais je n'étais pas là, pas vraiment. Elle est partie, et je me suis effondrée sur le canapé pour 2 heures. J'en ressens encore une honte profonde et brûlante. Je l'ai abandonnée. C'est ce que ces 6 erreurs silencieuses m'ont coûté. Ce n'était pas une question de pantalon ou de morceaux de piano. C'était une monnaie. Je dépensais mon énergie limitée, mon attention finie, à cacher, à maintenir l'apparence que tout allait bien. Et parce que je la dépensais toute là, il ne me restait plus rien pour les personnes que j'aimais le plus. Je me mettais en faillite par orgueil. J'ai compris tout cela un soir, environ 1 mois après avoir commencé ma nouvelle routine. Je faisais mes pompes contre le mur dans la cuisine quand Henri est passé, a souri et dit sans s'arrêter « Tu es solide, Madeleine. » J'ai fini ma série et je suis restée là, les mains à plat contre le mur frais, et j'ai pleuré. Juste des larmes silencieuses. Tout ce temps, je pensais être forte en ne me plaignant pas. Mais ce n'était pas de la force. C'était de la peur habillée en costume d'indépendance. J'avais appris à mes clients qu'on ne pouvait pas redresser un résultat déficitaire en ignorant les bilans. Il fallait ouvrir les livres. Et pendant 2 ans, j'avais refusé d'ouvrir les miens. J'avais laissé le compte le plus important, ma vitalité, ma présence, passer dans le rouge. Ce soir-là, j'ai ouvert mon petit carnet d'audit sur cette même table. D'un côté, les vieilles habitudes, la tartine, l'immobilité, la peur. De l'autre, les nouveaux dépôts, les œufs, le mouvement, le courage. Au milieu, un bilan de 2 années. Les pertes avaient des noms. Le potager d'Henri, la fusée de Benjamin, les larmes de Camille, la boîte à bijoux inachevée de Lucie. C'était mon fond du gouffre. Pas une crise médicale, une crise de comptabilité de vie. Voici ce que je comprends maintenant, à 82 ans. Vieillir ne signifie pas perdre. Cela signifie s'adapter intelligemment. J'étais une comptable qui avait cessé d'auditer ses propres livres. Je pensais qu'être forte signifiait ignorer les changements. J'avais tort. La force, ce n'est pas le silence. C'est le courage de regarder les données, aussi inconfortables soient-elles, et de changer la formule. Les 6 erreurs n'étaient pas des fautes, c'étaient des habitudes dépassées. Mon petit déjeuner, ma chaise, mon assiette, ma peur, des systèmes conçus pour une version plus jeune de moi.
S'y accrocher, ce n'était pas de la fidélité, c'était de la sottise. Cela m'a coûté 2 ans de vraie vitalité. Je ne peux pas récupérer ces moments, mais je ne les pleure plus. Je les utilise comme données, le coût de l'inaction. Voici donc mon conseil direct. Ne défendez pas vos vieilles habitudes, auditez-les. Pendant 1 semaine, soyez la comptable de votre propre santé. Prenez un petit carnet, notez vos protéines, votre eau, votre temps assis, votre sommeil. Regardez votre portion comparée à celle de votre conjoint. Soyez honnête avec votre peur. Ne vous jugez pas. Observez seulement. Les données ne mentent pas. Vous n'avez pas besoin d'une révolution. Protéines au petit déjeuner, eau au réveil, minuterie pour bouger, assiette plus petite remplie de légumes, pompe contre le mur, écrans éteints 1 heure avant le lit. Des gestes simples, pas une transformation, une correction. Il ne s'agit pas de redevenir ce que vous étiez à 40 ans. Il s'agit d'être la version la plus vibrante de votre âge actuel. Il m'a fallu 2 ans pour voir le problème et 6 mois pour le résoudre. Votre redressement peut commencer demain. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Si mes 2 ans d'entêtement peuvent vous aider à économiser ne serait-ce qu'1 mois de votre propre temps vibrant, cela vaut la peine de la confession. Si cela vous a touché, je serais si reconnaissante que vous vous abonniez et activiez les notifications. Laissez-moi un commentaire. Laquelle de ces habitudes silencieuses vous parle? Cliquez sur « J'aime » si cette histoire vous a fait penser « Peut-être que je devrais faire mon propre audit ». Et partagez-la avec une amie, une sœur, une partenaire de belote, quelqu'un qui se bat silencieusement avec les mêmes frustrations. Si vous avez votre propre histoire, il y a un formulaire dans la description. Votre sagesse chèrement gagnée compte. Votre voix pourrait être celle qui aide une autre Madeleine, assise dans sa cuisine, à accuser sa machine à laver. Ne faites pas mon erreur. Ne gaspillez pas un temps précieux à défendre ce qui ne fonctionne plus. Votre corps ne vous trahit pas, il vous parle, il vous donne les données. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter, auditer et vous adapter. Commencez demain. Votre chapitre le plus fort est encore devant vous. Merci de m'avoir écouté.